Bah, écoutez, bonjour à tous, merci d'être là. Je pense qu'il n'y a pas besoin de parler de moi à nouveau puisque ça a très bien été fait auparavant. Je vais vous parler, moi, de la peur de bouger. Alors, dans le titre que j'avais donné, j'ai laissé un peu exprès kinésiophobie, que je pense que certains d'entre vous ne savent pas du tout ce que c'est, mais on va définir ça. En fait, c'est la peur de bouger. Donc, on en reparlera un petit peu, on va savoir comment on l'évalue, etc. Et puis moi, j'ai pris le parti avec vous aujourd'hui de ne pas faire un cours un peu plate et de dérouler ça de A à Z sans, voilà, d'un trait. Si vous voulez intervenir, moi, je suis tout à fait OK pour que vous leviez la main, pour que je vois qu'il y a quelqu'un, puis je m'arrête et puis on pose des questions. S'il y a quelque chose de pas clair pour éviter de laisser traîner des interrogations jusqu'à la fin de la présentation. Donc, on va parler de la peur de bouger et de la douleur. J'ai enlevé chronique pour une raison, c'est que je m'intéresse à la fois à la douleur chronique et à la douleur aiguë. Et puis, vous comprendrez, je pense, au fur et à mesure de la présentation. Alors, ça, c'est bien, mais je peux pas. Ah, si, ça y est. Donc, je vais commencer par une petite histoire, puis je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont vécu la même petite histoire que moi, plus ou moins, en tout cas dans leur contexte. Moi, j'ai fait une échographie, je pense que vous pouvez reconnaître là pour ceux qui en ont déjà fait. Parce qu'un jour, en fait, j'ai joué avec un ami, je faisais du badminton, moi, c'était mon sport à l'époque. Et en fait, au bout de 45 minutes, hein, j'étais jeune, j'avais la trentaine d'années. Et au bout de 45 minutes de badminton, je me dis, tiens, il y a quelque chose qui tire dans mon épaule. Bon, on avait joué fort quand même. Disons que je me dis, bah, moi, je vais essayer de me rassurer un peu, je vais aller voir le médecin, je vais lui expliquer que j'ai une petite gêne, tout ça. Moi, je m'attendais à ce qu'il me rassure. Et en fait, donc, je vais voir mon médecin. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Donc là, je pense que vous pouvez faire des parallèles avec ce que vous avez déjà vécu. Le médecin, il me dit bonjour, monsieur Duport, asseyez-vous, je vous en prie, machin. Ok. Alors pourquoi vous êtes venu? Je lui explique bah, vous savez, j'ai fait un peu de badminton, puis j'ai senti quand même un petit truc dans mon épaule, etc. Mais bon, je viens là, je m'inquiète pas. Donc je viens pour être rassuré. Moi, j'arrivais comme ça, je viens pour être rassuré. Et en fait, lui, il commence à lire l'échographie, etc. Puis il me dit mais dis donc, Monsieur Duport, je vois, il y a blablabla. À l'époque, j'étais pas physiothérapeute. Il me dit blablabla, déchirure de la coiffe, insertion, calcification du tendon, blablabla, sous-acromial. Il y avait beaucoup de mots un peu, un peu étonnants pour moi que je connaissais pas dans le jargon médical. Et là, je commence à me dire, ouh là là, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Et il continue de lire le compte-rendu. Puis à la fin, il me dit, Monsieur Duport, vous savez, vous n'êtes plus tout jeune. Je dis, oula, attendez, je comprends pas. Dans ma tête, j'ai 30 ans, qu'est-ce qu'il me raconte? Et il me dit, vous devriez faire attention avec votre épaule, tout ça, tout ça. Je me dis, oula, dans ma tête, pendant qu'il me parle, je me dis, ok, c'est fini pour moi le badminton, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et en fait, on va revenir un petit peu en détail sur tout ce qui s'est passé. Enfin, tout ce qui s'est passé, c'est assez rapide, mais sur le discours qu'on a eu tous les deux. Donc moi, à la base, je venais parce que je m'étais comme blessé, en tout cas j'avais une douleur. Donc j'ai fait une expérience de douleur. Et lui, il était en train de me dire que attention, et là il a prononcé le mot attention. Du coup, je me suis dit, voilà, le médecin me dit attention, faut quand même, c'est pas anodin quand même. Donc je commençais à me dire que peut-être ce que j'avais, c'était quelque chose de plus ou moins inquiétant quand même. Et il me dit, vous savez, vous n'êtes plus tout jeune, donc il commence à mettre l'emphase sur des choses qui m'intéressaient pas beaucoup. Donc là, dramatisation, on appelle ça comme ça dans le milieu, pour ceux qui connaissent déjà. Ensuite, il me dit, Monsieur Duport, vous devriez peut-être arrêter le badminton, arrêter de faire ce geste-là, parce qu'il y a un geste typique que je faisais, et puis c'était toujours le même geste. J'avais toujours mal pendant ce geste-là. Il me dit, vous devriez arrêter peut-être de faire ça un petit moment, tout ça, tout ça. Donc là, je commence à me dire, oula, attendez, ce geste-là, moi, je le fais quand même. Alors, hormis le badminton, je le fais tous les jours. Puis vous aussi, certainement, il y a des gestes que vous faites dans un contexte, mais en fait, pour aller ramasser quelque chose, vous le faites aussi. Et puis moi, je me dis, tiens, ça veut dire que je peux plus trop lever le bras pour aller chercher des choses en l'air ou pour faire mes vitres ou je ne sais quoi. Donc je commence à me dire, peut-être que là, ce mouvement-là, il est peut-être quand même inquiétant. Il faut peut-être plus que je le fasse. Donc j'avais comme l'idée de rétrécir ma quantité de mouvement. Et il me dit attention, pour 3 semaines, un mois, là, il faudra faire attention à votre épaule. Donc je commence à me dire, attends, mais là, si je dois faire attention à mon épaule, à chaque fois que je vais faire un geste, je vais y penser, etc. Donc je commençais à comme entrer dans une psychose et à me dire,
à chaque fois que je vais faire ce geste-là, je vais tester, est-ce que j'ai mal, est-ce que j'ai... Et puis, je commençais à devenir hyper vigilant de mon épaule. Et tout ça, en plus, ça m'a enfermé dans un déconditionnement, puisqu'il m'a dit concrètement, arrêter le badminton, donc arrêter l'activité physique. Donc, potentiellement, me déconditionner à l'effort, potentiellement ne plus voir mes amis avec lesquels je jouais, ne plus passer de bons moments, etc. Donc, tout ça, ça m'a comme un petit peu conditionné dans un cercle vicieux qu'on appelle le cercle vicieux de la douleur chronique. Et en fait, ça, toutes les petites étapes de cet entrevue avec mon médecin, elles ont comme mis des pierres, petit à petit, pour construire exactement ce qu'il ne fallait pas construire, en fin de compte. C'est ce fameux cercle vicieux. Ça a été décrit par plusieurs chercheurs, c'est quelque chose qui est vraiment très connu dans le milieu. Et ça, quand ça s'entretient longtemps, ça nous enferme dans la douleur chronique. A contrario, si jamais j'avais pas été aussi effrayé, aussi alerté, etc., j'aurais peut-être eu moins peur de bouger. Et normalement, quand on a moins peur de bouger, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on se confronte. Hein. Bon, il m'a dit, si le médecin m'avait dit, par exemple, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, continuez à faire vos activités, etc., tout va bien aller, ben, je me serais dit, ok, bon, ben, je vais peut-être ralentir un tout petit peu, mais je vais continuer le badminton. Et puis, dès que je sens que l'épaule, elle commence à en avoir marre, j'arrête. Et puis, je reprendrai la semaine d'après. Et généralement, quand on fait ça, ça conduit à un rétablissement. Alors, faites pas attention, j'ai mis à chaque fois les slides en anglais pour ceux qui préfèrent en anglais. J'ai mis quelques traductions. Donc voilà, en général, suite à ça, on se rétablit. Et alors, la kinésiophobie, donc je l'ai précisé au tout début, pour ceux qui nous ont rejoints en cours, c'est vraiment la peur de bouger. Et je ne sais pas si certains d'entre vous, vous l'avez déjà évalué chez vous avec des questionnaires, ou si votre médecin l'a fait, ou votre physio l'a fait, ou si vous avez participé à des protocoles de recherche dans lesquels vous avez répondu à ces questionnaires-là, mais il en existe quand même un grand nombre. J'en ai listé quelques-uns au cas où vous l'avez fait. Ça s'appelle le TSK, le Tempa Scale for Kinesiophobia. Donc, c'est le plus populaire. Il existe aussi celui-là qui est très spécialisé pour la peur de bouger qui concerne les lombalgies. Donc, c'est le Fear Avoidance Belief Questionnaire. Donc, c'est vraiment celui-là spécifique à la lombalgie chronique. Il existe le Fear Avoidance Component Scale. Ça, c'est vraiment une échelle qui décortique toutes vos activités. Et est-ce qu'il y en a une dans votre journée qui est spécifique, qui vous fait le plus peur? En fait, c'est vraiment pour identifier assez précisément les activités qui vous gênent. On a aussi, celui-là, je l'ai mis, c'est pas de la kinésiophobie, mais ça s'en rapproche, c'est de la catastrophisation ou dramatisation. Ça faisait partie du cercle vicieux que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est le Pain Catastrophization Scale, et on l'utilise beaucoup, puis il est souvent associé à la kinésiophobie. Mais je l'ai mis parce qu'il entre dans le cercle vicieux précédent. Un autre qui entre dans le cercle vicieux, c'est le STI, c'est alors le S m'échappe, c'est le... Grosso modo, c'est pour savoir si votre anxiété est présente ou pas, et si c'est une anxiété uniquement situationnelle, c'est-à-dire que vous présentez vraiment ponctuellement face à quelque chose en particulier, ou si vous êtes anxieux de manière plus globale. Ça aussi, ça rentre dans le cercle vicieux qu'on a vu précédemment. Et ça, c'est une petite échelle qu'on utilise aussi, qui est bien pratique pour l'anxiété et éventuellement le stade d'après, qui est la dépression, qui entre aussi dans le modèle. Alors, je vous remets le modèle juste avant. Vous voyez, il y a la dramatisation, ça c'est le PCS, Pain Catastrophization Scale. La peur de bouger, il y en a plusieurs, on en a vu, il y a le TSK, le Tampa Scale for Kinesiophobia, ou le FABQ, le Fear Avoidance Belief Questionnaire, ou le Fear Avoidance Component Scale, le FACS. Donc il y en a quand même beaucoup pour ça. L'hypervigilance, on va la relier à la dramatisation et à la kinésiophobie, sachant que dans le TSK, il y a un volet exprès pour l'hypervigilance. Et donc, dépression, il y a les deux que je vous ai cités en dernier, c'est-à-dire STI puis HADS. Donc, vous voyez, tous ces questionnaires-là, ils peuvent nous aider à savoir dans quelle branche, finalement, vous allez vous placer. Alors, ce n'est pas une science exacte, hein, c'est de l'humain. Par définition, c'est complexe et multifactoriel, mais ça peut nous donner des indices. Donc ça, on s'en sert pas mal. Puis moi, je me suis dit, est-ce que la kinésiophobie, elle affecte notre manière de bouger? Parce que finalement, c'est à chaque fois, tout ça, c'est relié au mouvement. Je me suis dit, est-ce que un score élevé, certes, ça nous enferme dans ce cercle vicieux de la douleur chronique, mais
est-ce que vraiment il y a une différence entre les gens qui ont vraiment peur de bouger et puis ceux qui n'ont pas peur de bouger? Est-ce que finalement, ils s'adaptent différemment à la douleur? Donc, quand on dit voilà, la motricité, là, à quoi on va s'intéresser? Quand on dit la peur de bouger, à quoi on va s'intéresser? Parce qu'il y a beaucoup d'aspects de la motricité. Par exemple, il y a tout ce qui se passe au niveau du cerveau, que j'étudie dans une étude qui vient d'être terminée, mais on ne va pas développer ici, parce que ça fait appel à des notions qui sont un peu corsées. Au niveau des nerfs, hein, moi je fais de haut en bas. Hein. Donc le cerveau qui donne l'ordre de bouger, les nerfs aussi qui transportent l'information. Il y a aussi évidemment celui qui reçoit, c'est le muscle, qui fait bouger l'articulation. Et les mouvements les uns par rapport aux autres, donc on appelle ça cinématique ou l'analyse du mouvement, là j'ai mis mouvement. Et enfin, la fonction, qui est hyper importante puisque c'est in fine, c'est ce que vous voulez faire qui compte. Dans cette étude-là, dans ce que je vais vous présenter, on va s'intéresser à l'influence de la peur de bouger sur deux structures, qui sont le muscle, et ce n'est pas une structure, mais c'est comment vous bougez. Je vais l'appeler cinématique ou analyse du mouvement. Et ce qu'on va se poser comme question, c'est est-ce que dans la population globale, les gens bougent différemment? C'est-à-dire, on va prendre une population saine. Donc, quand je dis saine, c'est pas parce que les gens qui ont mal, ils sont pas sains, c'est parce qu'eux, ils n'ont pas encore de douleur chronique ou de douleur tout court. Et on va voir si ceux qui ont peu de douleur chronique, pardon, autant pour moi, on va voir si ceux qui ont peur de bouger, et donc qui sont plus à risque de devenir douloureux chronique, ils s'adaptent différemment de ceux qui ont moins peur de bouger. Donc ceux qui ont des kinésiophobies basses, normalement, ils ont moins de risque de devenir douloureux chronique. On va leur faire mal à ces deux types de populations et on va voir s'ils s'adaptent différemment à la douleur. Donc, je résume encore. On prend une population. Dans une population, on regarde ceux qui ont des scores de kinésiophobie élevés. En général, c'est ceux qui sont plus susceptibles de rentrer en douleur chronique. Et dans cette population-là, il y aura aussi des gens qui ont des peurs de bouger qui seront très basses. Donc, ceux-là, ils sont très peu susceptibles ou moins susceptibles de rentrer en douleur chronique. Et on va leur faire mal. Alors, je vous expliquerai après, c'est pas dramatique, mais on leur fait mal et on regarde, est-ce que leur manière de bouger a changé vis-à-vis d'avant qu'on leur fasse mal? Et le but de ça, ce serait d'identifier une manière de bouger ou une adaptation spécifique des gens qui ont le plus de kinésiophobie, donc qui ont le plus le peur de bouger, pour voir si ce changement, il est comme spécifique des gens qui vont rentrer en douleur chronique. Si ce n'est pas clair, on pourra en reparler dans les questions. Donc, le déroulement de notre étude, celle qu'on a faite, c'est en plusieurs temps. D'un côté, on a demandé à des gens de bouger, de faire 30 fois une tâche de pointage. Donc, c'est-à-dire, ils partaient d'un point A pour aller à un point B, 30 fois. Ensuite, on a mis de la douleur expérimentale. Ici, ce qu'on a utilisé, c'était de la crème de capsaïcine, c'est de la crème de piment rouge. Donc, on en a mis au niveau de l'épaule. Ensuite, on leur a demandé à nouveau, faites les 30 pointages. À chaque fois, on a calculé les paramètres de mouvement et on a comparé avant et après. Au niveau du montage, ce qu'on a fait, c'est que ça, c'est une vue du dessus. Donc, vous voyez, il posait le coude et l'index, le coude sur le bleu, l'index sur le orange. On mettait une cible en rouge à 80% de l'amplitude maximale de pointage, c'est-à-dire que vous êtes assis, vous tendez le bras au maximum, on prend 80% de cette distance et on met une cible. Et on vous demande de faire 30 allers-retours. À chaque fois, vous reposez l'index et le coude au bon endroit, puis vous allez toucher la cible 30 fois. Au niveau de la cinématique, de la manière de bouger, ce qu'on étudie, c'est dans une cage avec beaucoup de caméras. Et là, vous voyez, sur la photo, il y a des petites boules lumineuses. Alors en fait, nous, on n'a pas pris celle du poignet, on a pris le bout du doigt, donc c'est-à-dire qu'on a collé une petite boule. Cette petite boule-là, elle est réfléchissante. Et dans les petites caméras que vous voyez qui sont dans la cage, il y a des infrarouges qui vont projeter de la lumière sur ces boules-là et ça va enregistrer toutes les coordonnées en X, Y, Z, donc dans l'espace. Et donc ces boules-là, il y en a une au niveau de l'index, une au niveau du coude et une au niveau de la face supérieure de l'épaule qu'on appelle l'acromion. C'est l'os qui dépasse l'épaulette, en fait, finalement. Donc on a enregistré les 3 coordonnées de ça dans l'espace durant cette tâche de pointage. Mais je vous ai dit qu'on s'intéressait aussi aux muscles. Et pour ça,
on a récolté le signal qu'on appelle EMG, électromyogramme, et donc on a mis deux capteurs, un sur le trapèze supérieur, c'est le muscle qui est grosso modo celui qui dépasse de votre épaule ici, le plus en haut, un capteur ici et un capteur sur le deltoïde antérieur. Le deltoïde antérieur, c'est celui qui est activé quand vous allez toucher quelque chose devant vous. Si vous allez sur le côté, c'est le deltoïde moyen. Si vous allez en arrière, c'est le deltoïde postérieur. Nous, c'est une tâche face à la personne, donc deltoïde antérieur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on jugeait avec tout ce qu'on a pris, toutes les mesures qu'on a prises? D'abord, on voulait mesurer la kinésiophobie, donc la peur de bouger chez les gens. Donc, on a fait passer le questionnaire de TSK en français canadien. Ensuite, au niveau des critères de la cinématique et de la manière de bouger, on a choisi de s'intéresser à la longueur des pointeurs, des petites boules, et au pic de vitesse des petites boules, de chacune des boules. C'est-à-dire que, je vais développer après. Au niveau de l'activité du muscle, on a choisi l'électromyographie avec à la fois l'amplitude et le pic de la bouffée. Donc une bouffée, c'est par exemple quand vous faites un mouvement en avant comme ça, il y a un enregistrement de l'activité électrique qui grimpe et puis quand vous avez terminé le mouvement, elle s'arrête. Donc ça fait des graphes que je vous montrerai juste après. Donc c'est amplitude, surface de la bouffée et le pic de vitesse. Quelle est la valeur du pic? Là, j'ai détaillé un petit peu les outils. Donc, pour le questionnaire de kinésiophobie, alors ça se présente comme ça en français. Vous voyez, il y a des propositions à chaque fois, à chaque item. Vous pouvez répondre entre 1 et 4, à savoir si vous êtes à chaque fois fortement en accord, quelque peu en accord, ou quelque peu en désaccord, ou fortement en désaccord. On appelle ça une échelle de Likert. Comme vous voyez, il y a 17 items et que la cote minimum, c'est 1, ça va de 17 à 68, qui correspond à 17 fois 4. Évidemment, plus la kinésiophobie est élevée, plus la peur de bouger est élevée, plus le score est élevé. Des fois, ce n'est pas comme ça, mais là, ça va de pair. L'un monte avec l'autre. En général, autour de 37, au-dessus de 37 ou 40, ça dépend des papiers, ça dépend des auteurs, on considère que c'est une peur de bouger qui est assez significative et qui pourrait, je dis bien qui pourrait, si vous le faites chez vous et que vous êtes à 50, ne dites pas c'est sûr que je vais rentrer en douleur chronique et que je ne peux pas m'en sortir. Ça a tendance à vous mettre dans ce cercle vicieux-là. Donc voilà, entre 37 et 40, si vous êtes au-dessus de ce score-là. Alors ça, j'ai mis ça pour vous instruire sur les outils de mesure, mais il a une validité de construit satisfaisante. Ça veut dire qu'en fait, cet outil-là, il mesure bien ce qu'on veut mesurer. C'est-à-dire que chaque item mesure bien la peur de bouger qu'a le participant. Il a une sensibilité au changement qui est assez acceptable. C'est-à-dire que, par exemple, si vous le faites à un instant T, que vous avez un traitement pour lutter contre la kinésiophobie, parce qu'il y en a très peu, mais il y en a, en fait, si vous avez vraiment changé, ce score-là va bouger aussi. Mais il y en a que des fois qui ne sont pas sensibles au changement. C'est-à-dire que lui, il va détecter si votre comportement a changé ou pas. Voilà, on pourra en reparler si vous voulez. C'est plutôt de la statistique, ça. Et la cohérence interne, c'est acceptable aussi. Ça veut dire que tous les items, ils vont à peu près dans le même sens. Il n'y en a pas un qui cherche à mesurer autre chose que la peur de bouger. Et dans cette échelle-là, j'ai évoqué tout à l'heure, il y a deux sous-échelles. Il y a l'évitement des activités, donc la peur de bouger en soi, et la vigilance somatique. Ça va un peu avec la dramatisation, c'est-à-dire à quel point vous vous focalisez sur des parties de votre corps. Là, j'ai pris l'épaule parce que c'était mon exemple du début, c'était mon cas, mais ça peut être sur votre bas du dos. À quel point vous vous focalisez la journée sur comment va votre dos. Donc, il y a vraiment ces deux aspects-là dans cette échelle-là. Les items sont chevauchés, donc voilà, c'est pas 1 sur 2, ni les X premiers pour ça et les X derniers pour ça, c'est enchevêtré, les uns dans les autres. Au niveau de la cinématique, à quoi on s'intéresse? On l'a vu tout à l'heure, mais là, je vais plus le détailler. On va s'intéresser à la quantité de mouvement, la linéarité du mouvement. C'est-à-dire que, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai mis la vue du dessus du dispositif, entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc, j'ai matérialisé la ligne droite avec du vert. Chaque capteur, donc le doigt, le coude et l'épaule, va bouger, puis on va mesurer la quantité de mouvement. Finalement, on va comme mesurer en 3D la longueur de la trajectoire. Et ensuite, on avait dit les pics de vitesse. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est
pour un capteur, la vitesse en fonction de la trajectoire, c'est ça. Vous voyez, on va mesurer ce pic de vitesse. On va voir, on va le comparer avant et après à chaque fois. Donc, avant et après introduction de la douleur. Au niveau des amplitudes d'EMG, donc l'activité électrique des muscles, là, ce qu'on va comparer, c'est la valeur du maximum, donc c'est-à-dire à quel point votre muscle s'est activé au maximum. On va prendre cette valeur-là. Et on va s'intéresser à l'air sous la courbe. Si vous vous posez la question à quoi ça sert l'air sous la courbe, c'est comme un petit peu la quantité de mouvement au total. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez avoir assez peu de pics, mais sur plus longtemps. Donc, au niveau des pics, ça va toujours être assez bas. Par contre, le mouvement va durer plus longtemps. C'est l'air sous la courbe. Donc, ça peut être intéressant de comparer ça. Les résultats. Au niveau de ce qu'on a trouvé déjà dans la population, on avait 30 personnes qui ont participé à notre étude. Donc, c'est grosso modo la moitié d'hommes et la moitié de femmes. Il y a juste 16 hommes pour 14 femmes. Bon, comme on a voulu des gens qui n'avaient pas de douleur pour voir l'influence de la douleur sur la manière de bouger, c'est des gens qui sont assez jeunes. Si on avait voulu faire ça avec des personnes de déjà 50, 60, 70, 80, on aurait probablement eu beaucoup plus de difficultés à recruter des gens qui n'avaient pas de douleur, parce que la douleur, la prévalence de la douleur augmente avec l'âge. Et vous voyez, malgré le fait que ce soit des sujets jeunes, la moyenne des scores de kinésiophobie, c'était 38. Donc là, en fait, on a des gens qui, globalement, on a un échantillon qui était assez élevé parce que si c'est la moyenne, vous vous doutez bien qu'il y en a quand même une bonne portion qui est au-dessus. Et donc, ces gens-là pourraient rentrer dans le cadre du cercle vicieux de la douleur chronique. Alors, pour l'instant, ils ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas eu d'épisodes douloureux ou d'accidents musculaires ou d'accidents de la vie, tout simplement, mais s'ils en ont un, ils pourraient être susceptibles de rentrer dans ce cercle. Donc, c'est intéressant parce que nous, on voulait un peu des deux. S'il n'y avait personne dans l'échantillon qui avait peur de bouger, ça n'aurait pas été intéressant pour nous. Au niveau de ça, on le dit parce que c'est une tâche de pointage avec le bras, donc on s'intéresse à la latéralité, puis il y avait une écrasante majorité de droitiers, mais il y avait quand même 2 gauchers dans l'étude. Et vous voyez, il y a quelque chose aussi dans les études qui est souvent décrié, c'est-à-dire qui est souvent critiqué, c'est que quand on utilise des paradigmes de douleur expérimentaux, à chaque fois dans l'étude, dans les résultats, vous avez comme la moyenne de douleurs qu'ils ont reçues avec l'intervention. Et là, on a quand même une moyenne de 6,2 sur 10. C'est quand même une belle moyenne bien élevée. Donc, on ne peut pas nous reprocher que, oui, vous avez donné de la douleur aux participants, mais c'était vraiment très faible, c'était plus une gêne que de la douleur. Non. Nous, on est à 6,2 sur 10. C'était quand même une douleur qui était présente. Donc ça, c'est quelque chose qui est une force dans l'étude. Mais je vous rassure, les participants étaient tous satisfaits à la fin. Malgré, certains avaient été venus avec un sac à dos, puis comme on mettait la crème de piment au niveau de l'épaule ici, il y en a qui sont repartis avec seulement une seule lanière sur les deux. Mais bon, ils ne se sont pas plaints. Ils ont été ravis de participer. Au niveau des résultats, alors, pas de panique. Là, je vous ai donné des résultats bruts. Je vais juste déplacer une petite barre qui me gêne. OK. Là, est-ce que la kinésiophobie affecte notre manière de bouger? En fait, ce que vous voyez, on va prendre d'abord le graphique de gauche. C'est écrit finger distance. Désolé, j'ai pas traduit parce qu'on publie ce résultat-là, donc on le publie toujours en anglais. Donc en fait, est-ce que la distance avec la boule qui était mise sur le doigt, est-ce que cette distance-là, elle a varié entre la condition sans douleur avant, puis la condition sans douleur, avec douleur après? Et bien en fait, là, ce que vous voyez, c'est tous les petits traits de couleur, c'est chaque participant pris individuellement. Donc, en général, vous voyez, ils ont mis par exemple un peu de 36 cm, c'est en mètres, en ordonnée, et puis ils ont un petit peu diminué. La barre noire, c'est la moyenne de toute la population. À chaque fois, le pointillé, c'est la valeur initiale. Et donc, vous voyez, là, ça descend pour le premier, ça descend un tout petit peu. Et la barre verticale, c'est l'erreur standard. Donc, c'est à quel point on est précis dans notre mesure. Bon, je ne vais pas m'étaler sur cette barre-là. Donc, vous voyez, il y a eu quand même la distance a eu tendance à un tout petit peu diminuer entre la condition pré-douleur et la condition post-douleur. Et quand on voit au niveau de l'épaule, du coude, pardon, au milieu, vous voyez, la condition au début, elle était fixe avec une barre d'erreur, on va dire une barre d'incertitude, et elle a quand même bien diminué, celle-là. Et identique pour l'épaule, vous voyez qu'à droite, le graphique de droite, la condition avant qui est à gauche, la barre de gauche,
il y avait une certaine distance qui est parcourue, et vous voyez qu'avec la douleur, elle a réduit cette distance-là. Donc, grosso modo, là, ce qu'on peut dire, c'est qu'à chaque fois qu'on met de la douleur, ben, la moyenne des participants a tendance à faire moins de quantité de mouvement, moins de distance parcourue. Et à notre question, parce que ça ne fait pas entrer la kinésiophobie dans l'équation. Donc, à notre question, est-ce que la kinésiophobie, elle a modulé cette modification-là? Eh bien, ça ne veut plus fonctionner. OK. Si je peux plus faire passer média. Voilà. Là, c'est oui, en fait, pour le doigt. Alors, je ne vais pas vous m'épancher sur les statistiques, même si la barre d'erreur, elle croise la moyenne précédente, ça a quand même fonctionné, alors que là, ça n'a pas fonctionné. En fait, tous les individus ont réduit leur quantité de mouvement, mais il n'y a pas eu de différence entre ceux qui avaient vraiment une kinésiophobie élevée, puis les autres, et pas non plus sur l'épaule. Donc, à cette question-là, on répond oui, la kinésiophobie, elle a eu un impact, mais sur la manière de bouger qu'a eu le doigt pour faire cette tâche de pointage, pas sur le coude et pas sur l'épaule, même s'il y a des différences. Ce n'est pas la peur de bouger qui a modulé ces différences-là. Ça, c'est pour illustrer un petit peu le résultat que je viens de vous donner, c'est-à-dire que vous voyez que plus le score de kinésiophobie est élevé, donc plus on va vers 50, plus la distance réduit. Donc, vous voyez, par exemple, ceux qui n'ont pas peur de bouger, soit ils se stagnent autour de 0, soit même ils ont rallongé leur mouvement, alors que ceux qui avaient des scores de kinésiophobie supérieurs à, si on fait la moyenne, supérieure à 30-35, vous voyez, là, ils commencent à réduire leur quantité de mouvement. Donc ça, c'était vraiment pour illustrer ça. C'est une corrélation, donc ça n'est pas une relation forcément de causalité, mais c'est intéressant de voir qu'il y a un lien. Au niveau de savoir si la kinésiophobie, elle affecte les pics de vitesse, eh bien, en fait, non, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ça n'affecte pas du tout. Ça, c'était sur la cinématique. On a vu la longueur du mouvement, on a vu les pics de vitesse. Au niveau du muscle, maintenant. Est-ce que la kinésiophobie, elle affecte les pics d'activité du muscle, en fait, à quel point le muscle s'active fort quand les sujets avaient mal ou pas. Donc là, on s'intéresse au graphique de gauche tout d'abord. C'était sur le trapèze, donc le muscle en haut de l'épaule, celui qui permet de hocher les épaules. Vous voyez la condition pré à gauche et la condition post-douleur, donc pendant la douleur à droite. Il y a eu vraiment une grosse diminution du pic d'activité musculaire, en tout cas pour le trapèze. Pour à droite le deltoïde antérieur, il y a eu aussi quand même une belle diminution d'activité. Mais est-ce que c'est la kinésiophobie qui est responsable de ça? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ensuite, on s'intéresse à la dernière variable qu'on avait citée au tout début, c'est-à-dire la surface des bouffées, c'est-à-dire la quantité d'activité musculaire au total. Vous voyez, là, on a le trapèze à gauche, on a la condition pré en bleu, donc il y a eu une belle activité musculaire. On a un pic au début parce que on a vraiment le début du mouvement qui part, puis après ça se stabilise. Donc là, clairement, on peut dire qu'il y a une différence entre la condition pré-douleur et la condition pendant la douleur, qui est en rouge. Là, il y a vraiment un gros écart. Et même quand on regarde le graphique de droite, le deltoïde antérieur, il y a vraiment un gros écart entre l'activité, la surface, donc la quantité de mouvement du deltoïde avant en bleu et après. Mais à savoir si c'est la kinésiophobie qui est responsable de ça, eh bien c'est non. Pas grand-chose, mais c'est non. Je ne vais pas déballer les statistiques ici parce que c'est un peu complexe comme statistique à faire, mais la réponse, c'est non. Donc la kinésiophobie, elle n'est pas responsable de cette adaptation-là. En tout cas, elle n'a pas eu d'influence sur cette adaptation. Donc on peut considérer qu'elle est comme naturelle et qu'il n'y a pas de différence entre ceux qui sont plus susceptibles de développer de la douleur chronique ou pas, ou les autres. Grosso modo, si je conclus pour ces résultats-là, est-ce que la kinésiophobie a eu un impact? Oui, mais uniquement sur le mouvement du doigt lors d'une tâche de pointage. Alors, on pourrait discuter de ces résultats-là. Pourquoi pas le coude? Pourquoi pas l'épaule? Pourquoi pas l'activité musculaire? On se pose un peu la question encore. Ça, c'était des résultats préliminaires, mais on pourrait se dire, c'est une piste de réflexion, puis je vous inviterai, si vous avez envie d'en discuter, à me donner vos points de vue. Mais je me suis dit que moi, quand même, le doigt, c'est celui qui est le plus loin de l'articulation de l'épaule qu'on avait rendue douloureuse avec la crème de piment. Donc je me dis, comme c'est le plus loin, si jamais il y a de tout petits ajustements, on ne verrait pas individuellement. Je me dis, comme le doigt est au bout de la chaîne, peut-être qu'en accumulant les petits trucs qui ne se voient pas, au bout du compte, il n'y a que le doigt qui sort parce que c'est celui qui a accumulé les plus grosses modifications et qu'il n'y a que lui qui sortirait différent des autres. C'était un peu notre théorie, en tout cas, j'attends si vous avez d'autres points de vue là-dessus. Et voilà.
Donc, à chaque fois, il y a eu des modifications. La douleur a modifié des choses, mais on n'a pas pu identifier, à part la longueur du tracé du doigt, on n'a pas pu identifier de choses spécifiques reliées à la peur de bouger. Donc, concrètement, on n'a pas pu identifier un marqueur du mouvement ou musculaire qui nous permettrait de dire ceux qui sont le plus susceptibles de devenir douloureux chroniques parce qu'ils ont de la kinésiophobie élevée, ils n'ont pas vraiment une manière de bouger qui est différente de ceux qui n'ont pas de risque de devenir chronique, sauf au doigt, donc celui qui est tout au bout de la chaîne. Ouais, ça, c'était pour résumer un petit peu l'histoire. Les perspectives de cette étude-là, c'est quoi? Parce que vous pouvez vous dire, en fait, qu'est-ce que ça nous apporte de savoir ça? Mais si on a pu identifier que le doigt avait une quantité de mouvement plus réduite et que cette quantité de mouvement réduite, elle était due à la peur de bouger, à la kinésiophobie, on pourrait déjà généraliser l'évaluation de la kinésiophobie à tous les participants pour savoir si, de base, ils sont plus susceptibles de rentrer dans ce cercle vicieux-là, à la première fois qu'ils ont mal, par exemple, chez le physio ou chez le médecin. On pourrait mettre en place des rééducations. Et là, c'est directement en relation avec ce qu'on a trouvé, des rééducations qui s'intéresseraient à la motricité, à la réduction de la motricité. Par exemple, directement quand quelqu'un arrive en cabinet de physio, ou en cabinet de médecin, ou en rééducation, ou n'importe quoi, on pourrait regarder comment il bouge, et on pourrait comme essayer d'agrandir ses amplitudes de mouvement, ou éviter qu'elles se rétrécissent avec le temps. Si le physio il fait une évaluation à l'instant T, peut-être qu'à 2 semaines, il va dire « Oula, tiens, la quantité de mouvement réduit ». Ou alors, il y a quelque chose qui s'est passé. Il pourrait dire « Ok, on va créer une rééducation qui va comme conserver, voire amplifier ces mouvements-là. » Puis, dans le cadre de douleurs musculo-squelettiques, ça peut être très intéressant. Puis, je ne suis pas sûr que ce soit fait vraiment de manière en routine. Et ce qui peut être intéressant aussi là-dedans, c'est d'améliorer la compréhension entre la cognition et la neurophysiologie. Parce que moi il y a mon dada qui m'intéresse le plus, puis on peut en parler après, c'est à quel point votre cerveau a une influence sur la neurophysiologie. Pourquoi est-ce que ceux qui ont plus peur de bouger, ils sont plus susceptibles de devenir douloureux chroniques? Il y a quelque chose qui se passe, ce n'est pas juste dans leur tête. Il y a au niveau des synapses, des neurones, de la manière de bouger, du muscle, je ne sais quoi, il y a forcément quelque chose qui se passe. Sinon, il n'y aurait pas de différence. Et je ne sais pas, je pense que j'ai encore un petit peu le temps largement. J'ai mis une dia bonus parce que je me suis dit, bon, la manière de bouger, là, il y a juste le doigt qui change. Alors, ça peut être super pertinent, puis d'aller farfouiller pourquoi lui, pourquoi pas les autres, etc. Et je me suis dit, il y a une autre chose qui est super intéressante de faire et qu'on évalue beaucoup en douleur chronique, c'est l'analgésie endogène. Donc, on appelle ça la CPM. On ne va pas développer là-dessus, mais je vais expliquer très brièvement. Il y en a peut-être parmi vous qui ont pris part à des études qui ont évalué ça. C'est-à-dire que c'est votre capacité, vous, à inhiber la douleur. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. C'est au niveau de votre tronc cérébral que ça se fait, donc vraiment au centre de la tête, là, derrière le cou. Et c'est la faculté qu'a le cerveau à comme bloquer le message de douleur ou le diminuer. Puis je me suis dit, est-ce que les gens qui ont beaucoup de peur de bouger, est-ce qu'ils auraient comme ce mécanisme-là qui marche moins bien que les autres, que ceux qui n'ont pas beaucoup peur de bouger? Encore une fois, dans l'optique de dire que ceux qui ont souvent peur de bouger, ils sont impliqués dans la douleur chronique. Donc, comme le mouvement, il n'y a pas grand-chose, on va tester autre chose. Est-ce que l'analgésie endogène, elle est impliquée? Et donc, comment on fait pour faire ça? En fait, il y a plusieurs manières de faire, j'en ai pris 2. C'est-à-dire qu'on utilise ce qu'on appelle une thermode. Alors, la thermode, c'est quelque chose qu'on applique, qui chauffe, qu'on applique souvent à l'avant-bras, ça peut être ailleurs, hein. Donc, moi, j'ai pris l'avant-bras. C'est quelque chose qui chauffe et en fait, ça va créer une douleur qu'on va mesurer au cours du temps. Et alors là, j'ai pris 2 modalités, donc je vais les faire à 2 en parallèle. Ça va être un peu plus dur à suivre, mais je vais résumer encore à la fin. Donc, j'ai regardé à quel point la thermode faisait mal. Et j'ai appliqué, vous le voyez, c'est le deuxième graphique, un petit poinçon comme un stylo. Puis on vient appuyer. À chaque fois qu'on appuie, on a la pression qu'on met sur le muscle. Et en fait, à chaque fois, quand la pression devient une douleur, le participant dit stop, là, ça devient de la douleur. Et on note la valeur de pression. Donc ça, c'était bon. Ça, je vais pas m'épancher là-dessus. On fait d'abord des pré-tests, ensuite on fait les vrais tests. Les pré-tests, c'est pour que le patient s'habitue et pas qu'il ait comme une appréhension dès le début. Donc on fait comme un test à vide où on mesure pas. C'est juste pour dire voilà, la sensation, ça va être ça, pour qu'il soit habitué. Sinon, dans les études, quand on fait pas ça, la première fois où on crée de la douleur, il y a comme des scores toujours plus élevés parce que
ils ne connaissaient pas à quoi ils allaient s'attendre en fait. Donc pré-test, le vrai test. Et pour déclencher cette analgésie endogène-là, ce qu'on fait, c'est qu'on met le bras dans l'eau froide. Alors pour ceux qui l'ont fait, je suis quasiment sûr que certains d'entre vous l'ont déjà fait, on met l'avant-bras en entier dans de l'eau à 10 degrés, avec les doigts écartés. Je peux vous dire que moi, je l'ai fait parce qu'avant de torturer les gens, je me torture moi-même. Ça fait très mal, hein, et on doit garder ça pendant 2 minutes. Mais ça, le corps, quand vous avez cette stimulation-là à 10 degrés pendant 2 minutes, il se dit, OK, il y a quelque chose qui ne va pas, je vais déclencher l'analgésie dont je suis capable. Donc il le fait. Il le fait, donc on sort le bras des participants de l'eau, et on recommence les tests qu'on a fait, c'est-à-dire on réchauffe leurs bras, à côté évidemment de là où on avait chauffé avant, pour pas que ça s'additionne avec le coup d'avant. Et donc on regarde, est-ce que la douleur elle est mieux supportée? Oui ou non? Est-ce que le poinçon, donc le stylo, la pression, elle est mieux supportée ou pas? En fait, moi j'ai regardé les gens qui avaient le plus peur de bouger, puis les gens qui avaient le moins peur de bouger. Est-ce qu'ils avaient une différence? Eh ben non, il n'y avait pas de différence. C'est-à-dire que au niveau de l'analgésie endogène, il n'y a pas de différence entre ceux qui ont très peur de bouger ou pas. Mais moi je l'ai fait sur des sujets qui n'avaient pas de douleur. Chez des sujets généralement qui ont des lombalgies chroniques ou des douleurs chroniques, quelles qu'elles soient, il y a, je n'irai pas jusqu'à dire souvent, mais il y a quand même des différences qui sont observées dans les études. Il y en a qui montrent peu de différence ou pas de différence, mais il y en a qui montrent quand même de vraies différences. Donc voilà, ça c'était la petite étude bonus de la kinésiophobie. Pourquoi, comment ça marche? Donc la motricité, oui, mais que à distance du site douloureux. Il y a une différence entre les gens qui ont peur de bouger et les autres. Et l'analgésie endogène, non, pas de différence sur des sujets sains. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté, puis j'espère ne pas vous avoir trop assommé avec ma présentation, et je serais ravi de prendre des questions s'il y en avait.